Chers auditeurs, chères auditrices, bien le bonjour. Bienvenue dans votre émission Le Lien. Je crois que ça va être une émission dynamique aujourd'hui pour parler du handicap. Je fais vite fait le tour de table, vous allez savoir tout de suite pourquoi. Et oui, Carole est de retour. Bonjour à tous. Je suis pas la seule à faire en sorte que cette émission soit dynamique quand même. Je tiens à redistribuer la part à tout le monde. Je suis très contente de tous vous voir et bienvenue à notre invité du jour qui est à ma gauche, qui va se présenter rapidement. Bonjour, Sylvie Sternicha-Leguevac. Je représente l'association Faisons l'Europe, dont je suis la présidente. Et je reviens aujourd'hui après avoir participé à une émission au mois de février. Merci de m'accueillir à nouveau pour cette émission qui va être très dynamique, d'après ce que j'ai compris. Et nous parlerons d'emploi et d'Europe, et bien sûr d'handicap. Et puis alors là, en fait, nous sommes en train de prendre le petit déjeuner. Et oui, on vous accompagne dans votre petit déjeuner. Un petit déjeuner amené par Vincent. Bonjour Vincent. Bonjour à vous. Et oui, je vous ai fait le petit déjeuner ce matin et on va essayer de continuer sur cette optique-là. Et bonjour Marie. Bonjour à tous, je suis de retour enfin et je vous parlerai de l'accessibilité aujourd'hui. Et bien sûr, Mitch à la technique. Bonjour Mitch, es-tu bien réveillé ce matin ? Oh, a priori, ça devrait aller et je tiens à remercier Vincent pour son petit déjeuner qui va faire bien du bien en studio et en cabine. Alors quand on parle de petit déjeuner, eh oui, c'est pas juste des petits croissants, mais peut-être Mitch, on va mettre le petit jingle avant de dire quel est notre petit déjeuner de ce matin. Chef, nous accueillons Vincent. Bonjour Vincent. Bonjour à vous. Vincent vient de Toulouse et aujourd'hui il nous a cuisiné un cheesecake maison made in recette de sa tante qui vient des USA, qui elle-même est une pro du cheesecake, c'est ça ? Tout à fait. En effet. Donc voilà, j'ai fait un petit cheesecake ce matin et je me suis dit que ça serait sympa de partager cette recette avec vous. Donc c'est une recette très simple, vous avez besoin de rien à part de vos mains et d'un frigo. Ensuite, de quel ingrédient on a besoin ? Donc, je vais vous donner les proportions. Vous prenez un papier, un stylo et vous notez si ça vous intéresse. Donc, vous aurez besoin pour ça de 250 de petit beurre, 125 de beurre, de 500 g de fromage frais, de 40 centilitres de lait concentré, de 40 g de beurre et d'un peu de jus de citron. On redonnera peut-être les ingrédients après que tu nous aies expliqué. Voilà. La procédure. Oui, tout à fait. Donc, c'est très simple à réaliser. Vous avez besoin de vos petits beurres. Vous prenez vos petits beurres, vous les écrasez petit, comme de la chapelure. Les petits beurres, les biscuits, hein, bien sûr. Oui, les biscuits. Tout à fait. Et vous incorporez dedans votre beurre ramolli. Vous mélangez de façon à ce que votre beurre soit bien incorporé à vos petits beurres, les biscuits. Alors, je précise, Vincent, ramollir le beurre, comment on fait ? Le passer soit quelques secondes au micro-ondes ou le laisser la veille pour le lendemain à l'extérieur. Il sera bien ramolli, c'est pas un problème. On compte jusqu'à 5, je crois. Ouais, voilà, c'est ça. On compte jusqu'à 5. Ouais, un peu moins, enfin 5 comme vous voulez. Ouais, voilà, c'est ça. Je la bouche pleine parce que je mange en direct sur le super gâteau. Bravo, Carole. Ah ben bravo. Préciser pour tous nos auditeurs. Donc ça, en fait, ce mélange de petit beurre et de beurre, ça va vous faire votre fond pour le moule. Donc vous étalez cette préparation dans le fond de votre moule, vous tassez bien et vous mettez au frais. Le beurre va redurcir et ça va faire votre fond de pâte, quoi. Ça va vous faire un truc un peu plus solide. En attendant que votre fond de gâteau est au frais, vous mélangez votre fromage frais, le sucre, le lait concentré et le jus de citron ensemble. Ensuite, vous rajoutez une feuille et demie de feuille de gélatine, vous mélangez et ça, vous l'incorporez à votre fond de tarte. Et la gélatine, il faut la faire un peu fondre. Hein. Voilà, la gélatine, vous la mettez à ramollir un peu dans de l'eau et ensuite vous mettez dans un petit ramequin avec un tout petit peu d'eau chaude et vous la faites diluer. Donc, si ça a du mal à se diluer dans l'eau chaude, vous passez ça 2-3 secondes maximum au micro-ondes, puis vous remélangez et là, ça fond tout seul. Vous incorporez ça avec votre mélange de fromage frais et c'est parfait. Vous mettez ça sur votre fond de tarte, tout se mélange, vous réservez au frais un minimum de 4 heures et vous avez votre cheesecake tout prêt, tout frais et
ça a l'air d'être bon. Je pense que tout le monde a réussi à finir sa part sans vomir. Moi, j'ai pas commencé, moi. C'est un goût de revenez-y. Voilà. Donc, N'hésitez pas. c'est une recette très simple. Vous n'avez pas besoin de four, vous avez besoin de rien. Voilà, c'est au moins comme ça. Recette étudiante et recette très facile à réaliser. De préférence. Je voulais juste dire à tout le monde que la gourmandise, c'est la politesse des gens heureux. Alors n'hésitez Bien pas. vu, bien vu, merci. Et de préférence, prendre un moule qui se défait, dans le bord se défait. Oui. Un cercle en fait. Voilà, un moule où on peut Un retirer cercle. le cercle. C'est plus Comme facile ça, à on y pense. ça fait joli. Voilà. Moi, j'avais oublié de l'enlever, là, en l'occurrence. Ouais. Je l'ouvrir depuis tout à l'heure. Eh bien, merci beaucoup Vincent, en tout cas, pour ce régal. Eh bien, dans notre vie quotidienne maintenant, je vais donner la parole à Carole qui va aborder un sujet certes pas facile, mais bien d'actualité. Ça faisait longtemps que j'étais pas arrivée avec un sujet un peu costaud de bon matin pour commencer l'émission. En fait, je voulais vous rappeler que cette semaine, plutôt lundi, le Conseil général de l'Essonne a voté le lancement d'une réflexion aux enjeux de l'éveil et de l'accompagnement dans la sexualité des personnes lourdement handicapées. En fait, jeudi dernier, Jérôme Gage, de son nom, Gage, je ne sais pas comment ça se dit d'ailleurs, il a énoncé la possible création d'un service public d'aide, d'assistance sexuelle en Essonne et qui concernerait a priori que des personnes atteintes très gravement dans leur corps, dans leur chair et qui n'ont pas la maîtrise du coup de leur corps. Parallèlement, le 12 mars, ça c'est pour planter un peu le décor, le Comité national consultatif d'éthique, donc le CCNE, lui, il a rendu un avis complètement défavorable aux assistants sexuels pour les personnes handicapées et a relevé des risques très importants de dérive. Donc je vais vous faire un tour d'horizon rapide du sujet qui relance le débat national, parce que là, en l'occurrence, on parle de l'Essonne, mais si on parle de l'Essonne, on parle aussi de la France, hein, on est d'accord. Donc le métier d'assistant sexuel, on nous en avait parlé il y a quelques semaines, mais pour faire un rapide... Voilà, vous pouvez retrouver l'émission sur YouTube. C'est une forme d'accompagnement spécifique qui consiste à raviver le plaisir sensuel, érotique ou sexuel chez des adultes en situation de handicap qui en font la demande. Donc l'activité, elle a quand même une valeur phare, c'est un concept d'assistance sexuelle qui repose sur l'adaptation de la réponse qu'on donne à des besoins sexuels en tenant compte de chaque situation. C'est-à-dire c'est pas un catalogue de prestations définies, il s'agit surtout de proposer un accompagnement en phase avec les émotions et les attentes sensorielles et érotiques des personnes concernées. Hein. Donc en France, pour rappeler le plan légal, c'est une activité qui est souvent assimilée à la prostitution, alors qu'évidemment les promoteurs ils jugent autrement. En France, je rappelle pour ceux qui ne le savent pas ou qui auraient oublié, servir d'intermédiaire entre une personne qui se prostitue et une autre qui a recours à ses services, ça s'appelle du proxénétisme, hein, pour rappel. Bref. Donc c'est bien pour cette raison qu'actuellement les défenseurs de l'assistante sexuelle, ils réclament une dérogation pénale pour ne pas risquer d'être assimilés, incriminés de proxénétisme. À l'étranger, parallèlement, l'assistance sexuelle est reconnue notamment au Danemark, en Allemagne, en Belgique, en Suisse, aux Pays-Bas, ainsi que certains États aux États-Unis. Donc les pays en gros que je vous ai cités sont des pays réglementarisent de la prostitution comme une prostitution spécialisée. En Norvège, en revanche, qui est quand même un pays exemplaire en matière de politique sur le handicap, il n'y a jamais été créé ce type de service. Alors vous l'aurez compris, forcément c'est un sujet assez compliqué avec des problématiques multiples, aussi bien pratiques que éthiques. Mais qui semble, à mon avis en tout cas, reposer sur une question socle qui est le droit à la sexualité et le droit à la prostitution. Quelles sont les définitions ? Est-ce qu'une assistance sexuelle peut être homologuée à de la prostitution ? Et si oui, la prostitution c'est quoi ? Parce qu'on nous dit qu'assistance sexuelle ne peut être assimilée à la prostitution puisque les actrices et les acteurs viennent du paramédical. Mais est-ce que la prostitution ça se définit par ses acteurs ou par ses actes ? Oui, un peu le sujet. Oui, un peu la complexité du sujet. Donc, du coup, pour nous amener dans cette réflexion aujourd'hui, il y a des questions qui se soulèvent. La première, c'est pas des moindres, c'est aussi est-ce que l'assistance sexuelle elle peut être considérée ou apparentée à un soin, sachant que les personnes handicapées ne sont pas en danger direct. C'est plutôt un service. Donc, est-ce que c'est une question plutôt qui se pose quant à la légitimation d'un droit à la sexualité ? Trop d'amour ? On ne peut pas mourir de trop d'amour ou de passé, mais par contre, on s'expose à des problématiques psychologiques évidemment très lourdes quand on est dans une frustration. Vous voyez très bien de quoi je veux parler. De même, est-ce que la sexualité est-elle un droit absolu ? Je vous rappelle qu'en parallèle de ça, il y a l'Association des paralysés de France, qui est quand même assez connue, assez importante en France, qui se positionne et qui a revendiqué noir sur blanc un droit à la compensation pleine et entière de toutes les conséquences liées au handicap.
Et donc, dans ce cadre, elle s'inscrit dans le droit à la sexualité épanouie. Tout à fait. C'est quand même assez costaud. Donc, la question qui se pose, par ailleurs, je pense que là, Mitch va aimer cette question, est-ce que la société a une dette envers les personnes handicapées quant à l'insatisfaction de leur désir sexuel ? C'est une bonne question. Est-ce que c'est une... Vas-y, Mitch, réponds. Des fois, c'est toi qui poses des questions. Vas-y. Sur un sujet comme celui-là, toutes mes réponses ne seraient pas adaptées étant donné l'heure qu'il est. Mich est pas assez réveillé encore pour nous répondre. Néanmoins, troisième question importante. Comment appréhender l'éthique et l'aspect psychologique pour l'assistant sexuel comme pour le bénéficiaire, sachant que pour le bénéficiaire, quelle estime de sa propre sexualité quand on dit aux personnes handicapées que seules des personnes qui veulent avoir des pratiques érotiques avec elles sont formées et rémunérées pour ? Quelle peut être la saveur d'une vraie relation affective et sexuelle qui se construit autour de, comme je vous l'ai dit, un encadrement tarifé et minuté, et surtout unilatéral. Par ailleurs, quelle violence psychologique et physique quand il y a changement dans la personne qui accomplit la prestation ? Vous voyez un petit peu les débats. Pour l'assistance sexuelle, qu'en est-il du registre émotionnel sur le terrain ? Je veux dire, comment faire face à des signes d'attachement d'une part et d'autre ? Et puis il s'agit d'une prestation particulière. Vous avez bien compris qu'on est dans une réponse à un besoin précis, on est dans l'intime et dans l'échange, la confiance, etc. Il y a aussi la partie du respect des pages du Code du travail, notamment pour ce qui est du harcèlement sexuel. C'est complètement un peu rigolo et con cette question, mais quand le métier exige des rapports sexuels avec le patient, où sont les limites, où sont les droits et les obligations de la personne qui va être prestataire ? Et enfin, quelle définition de l'emploi, statut, protection du personnel concerné, comment définir l'emploi, quel type d'actes et de comportements doivent être acceptés, refusés, etc. Donc c'est assez compliqué. Et par ailleurs, je me disais, qu'est-ce qu'il en est du désir du vrai ? Des excès, des essais, parce que face au désir, on est tous différents. Personne n'a les mêmes envies, les mêmes pratiques, handicap ou non. Et là, quand je me suis intéressée à ce sujet, je me dis, oui, l'assistant sexuel a besoin d'encadrement dans son ensemble et dans les actes prodigués. Mais s'il doit s'agir exclusivement d'attouchement, puisqu'il en a apparemment question, qu'est-ce qu'on fait du vrai désir des personnes concernées ? Parce qu'il semble qu'il y ait un peu de morale dans cette définition de l'acte, c'est-à-dire que ça impose une catégorie de désir légitime et impolitiquement correcte. On reste sur une partie très encadrée du désir et de l'accomplissement du désir sexuel. On est d'accord ? Est-ce que vous me suivez ou je parle ? Oui, tout à fait. Oui, c'est bon, très j'ai concret. bientôt terminé d'ailleurs. Je me disais après, de toute manière, qu'est-ce qu'il en est de la misère sexuelle de tout à chacun ? Parce que personne handicapée et valide rencontre toutes des difficultés à avoir des relations sexuelles. Je veux dire, la misère sexuelle, elle existe. C'est même omniprésent et intolérable. Même chez les valides. Oui, voilà, chez les valides aussi. Et franchement, Ouais, c'est peut-être à l'échelle de toute la société qu'il semble falloir aussi défendre et revendiquer les idées de liberté, d'éducation et de santé sexuelle. Et je vous passe la question de l'appréhension de son propre corps qui est manquante aussi bien chez les valides que chez les invalides. Donc vous l'aurez compris, en conclusion, franchement, entre les préjugés, la loi, la morale, l'éthique, la ségrégation, l'égalité, c'est un débat qui est riche, sans fin, mais nécessaire. Clairement. Voilà. Et rien que la question à l'accès à la sexualité pour les personnes handicapées, qui serait plus ou moins facilitée que celui d'une personne timide, repoussante ou autre, est une vraie question en soi. Moi, par contre, ce qui me pose question, tout ce que tu dis est vrai, absolument. Et ce que je trouve d'un petit peu dommage, c'est qu'en France, on nous dise que c'est non, alors que dans d'autres pays, ça se pratique, et que quelque part, je me dis que, je m'excuse du mot, mais l'usager, il devrait avoir le choix. Parce que je pense qu'il y a des personnes qui sont en demande et d'autres qui ne le sont pas. Justement parce qu'il y a une image de soi. Tu acceptes ou pas, que tu sois valide ou pas valide, tu acceptes de te dévêtir, de te montrer devant quelqu'un, mais pas dans n'importe quelle circonstance. Enfin, c'est très intime, là. Oui, donc c'est pour ça que je me dis que le fait que ce soit interdit, effectivement, pour des questions d'éthique et de morale, parce que ça pourrait être assimilé à un acte de proxénétisme, entre guillemets, tout ce que tu as dit auparavant dans le sujet était exact, mais moi je me dis, dans d'autres pays ça se fait et la question s'est posée, mais ils ont bien trouvé une solution. Et je pense que le fait de pouvoir donner le choix aux personnes, c'est mieux. C'est comme quand on parle, je m'excuse, mais par exemple, quand on parle d'avortement pour les femmes, il y a certaines personnes, elles y ont recours parce qu'elles en ont besoin, et il y en a qui ne le feront pas parce qu'elles ont pris elles ont une autre vie, elles ont des contraceptions. Et moi, je trouve que c'est dommage qu'on ne laisse pas le choix aux personnes.
c'est là que... Oui, mais c'est ton avis, voilà. il y a un conseil éthique et chaque Oui, non, mais société... c'est pour ça que le débat, il n'est pas fermé du tout. C'est pour ça qu'on est dans un contexte européen. On rappelle, on a notre invité qui va en parler tout à l'heure. Donc, c'est pour ça que j'ai cité le cas européen, parce que la France, malgré toutes les critiques qu'on peut en faire, n'est pas non plus fermée à des évolutions. Et là, en l'occurrence, le député, enfin la personne socialiste qui a mis un peu les pieds dans le plat, en mettant les pieds dans le plat, fait avancer le débat, même s'il ne se passera rien peut-être demain, ou si ce comité de réflexion énonce des réflexions, le fait que nous on en parle, que toi t'es ton avis, que le voisin est le sien, fera avancer le débat progressivement. C'est pas un sujet qui est clos, d'autant plus que la question de la définition du mot handicap, elle est importante à se poser et elle n'est pas répondue. Ça reste à définir à côté de la déficience, de la maladie. Vous voyez, le débat est très riche et très ouvert encore. Nos oreilles restent ouvertes aussi. Je pense qu'on restera à l'écoute et on vous tiendra au courant là-dessus. J'ai une question. Dans quel pays européen c'est autorisé Eh bien, c'est tous les pays que j'ai cités, pas que européens. J'avais Danemark, Allemagne, Belgique, Suisse, Pays-Bas, certains États aux États-Unis. Pour le moment. Et en Norvège, par contre, c'est ça qui était étonnant, qui est quand même un pays assez reconnu, notamment en matière de politique sur le handicap. Eux, ils n'ont pas franchi ce cap. Vous voyez, donc, et pourtant, eux sont très en avance sur plein de choses. Sur plein de choses dans l'accès pour les handicapés, pour les personnes en situation de handicap, sur plein de sujets. Voilà. Bien. Eh bien, le débat est ouvert. C'était costaud, hein? C'est bien. Dans mes jolies visions philosophiques, on n'avait pas encore vraiment abordé ce sujet-là avec Patricia le 13 février. Très, très beau complément. Merci, Caroline. Merci à vous. Eh bien, nous allons passer à notre rubrique communication et culture. Bien, nous sommes toujours dans l'émission Le Lien et après ce moment très philosophique, nous allons aborder des choses un petit peu plus matérielles avec Marie qui va nous parler d'accessibilité dans notre région. Oui, vous savez que l'accessibilité, c'est ma marotte, puisque je vous en avais parlé un petit peu quand on avait fait le sujet sur la Poste. Alors aujourd'hui, je vous parle d'une enquête qui a été faite par l'Association des paralysés de France et qui, à l'approche de l'échéance du 1er janvier 2015, s'interroge sur l'accessibilité dans la Haute-Garonne pour effectivement savoir si les communes sont prêtes ou pas. Alors, effectivement, Madame Evelyne Pilier, la directrice départementale de l'APF, dit qu'elle sent que les municipalités bougent. Et donc, je vous avais précédemment énoncé que, effectivement, les centres commerciaux étaient déjà bien accessibles, mais que le gros souci, en fait, c'était les petits commerçants et les écoles primaires. C'est là qu'il y a le plus de soucis pour l'accessibilité. Et donc, forte de ce petit constat, je reviens à ce qui se passe dans notre région et on va parler un petit peu d'un classement qui a été effectué d'après l'enquête de l'APF. Alors, je vais vous dire tout de suite que Tournefeuille tire l'épingle du jeu puisqu'elle a réussi à avoir une note de 15,81. Donc c'est apparemment, c'est là qu'il faut habiter quand on est handicapé parce que c'est vraiment la ville la plus accessible. Par contre, surtout, n'allez pas à Salvetat-Saint-Gilles, ils ont eu que 11,21. Bon, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas faire un petit peu plus d'efforts, mais je dis ça parce qu'en fait, alors d'où me viennent mes informations, en fait, c'est sur un article qui a été édité dans le 20 minutes et qui date du 21 mars 2013. Donc tout le monde l'a lu, mais je vous en reparle aujourd'hui parce qu'effectivement, comme nous parlons du handicap, nous sommes très très intéressés par le sujet. Et moi je vais remercier Yves parce que c'est lui qui a participé à la préparation de ce sujet. Tout à fait. D'ailleurs, Yves, quand est-ce que tu reviens ? Tu nous manques, hein, parce que... Et en plus, on mange des bons gâteaux sans toi. Là, oui, voilà, tu reviens. En plus, ta
voix, elle passe bien à la radio, donc ce serait bien que tu reviennes. Donc voilà. Alors en fait, ce qui est à noter quand même, parce que bon, on se demande parfois qu'est-ce que ça peut vouloir dire pour quelqu'un, l'accessibilité. Moi là, dans le journal, j'ai alors surtout. le problème, c'est que dans le sujet, ce n'est pas dit. C'est-à-dire qu'ils ont fait un classement, mais ils n'ont pas donné les critères. Par contre, alors... J'aime Carole qui a sa polémique. Ouais, non, mais voilà, tout à fait, parce que mais ça, je mais c'est vrai, c'est tout à fait. Non, mais c'est vrai parce que moi, quand hein. j'ai lu, c'est ce que tu dis est vrai. Quand j'ai lu l'article, j'ai dit bon, c'est bien, ils ont fait un classement, mais c'était quoi le critère? Mais ça c'est nous, il y a que nous qui nous posons cette question. Tu vois, on voit un truc, génial, ils ont parlé de ça. Ouais, mais bon, il manque la moitié des informations. Non, mais et en fait, c'est vrai, quand... nous posons ces questions. Non, mais mais comment ils ont fait? En fait, ce qu'ils ont fait, ça c'est simple. En fait, ils ont envoyé un questionnaire à 33 communes. Et je dois dire que Madame Pilier, elle a été très très gentille parce que elle a eu la courtoisie de dénoncer qu'effectivement, il y a un certain nombre, 11 communes ont refusé de répondre au questionnaire. Donc, les personnes qui ont refusé de répondre ont été Cugnot, Saint-Orens, Fronton et Revel. Et on dénonce en plus. Voilà. Non, mais il n'y a pas de raison. Alors, moi, je pense... soit il c'est... n'y en a pas 11, là. Ben non, il n'y en a pas 11, mais c'est vrai que moi... Ça... Non, tu mais... sais compter, Bah ouais. Voilà, mais c'est vrai que moi, ça me surprend. Je pense que c'est surtout... Aussi, non, mais voilà, c'est-à-dire que quand même, il y a beaucoup de monde à Cugnot. Ce sont des villes qui sont ce que j'appelle des villes suburbaines, parce que bon, Cugnot, c'est plus grand qu'un village, mais c'est pas encore tout à fait une ville. Et que moi, j'y ai vécu quelque temps. Donc, je sais que c'est une municipalité qui reçoit bien ces nouveaux arrivants. Mais par contre, au niveau du handicap, ils ont peut-être un petit souci de communication et que c'est vrai que quand tu vas en ville, quand tu es en fauteuil roulant et notamment en fauteuil électrique, c'est quand même pas génial parce que c'est difficile. J'ai un témoignage de Yann qui a 25 ans et qui circule en fauteuil électrique et qui est à Plaisance du Touche. Et donc, ce qu'il est dit dans ce reportage et dans ce témoignage, c'est que ce monsieur, quand il veut se faire une prise de sang, où c'est qu'il va? À Tournefeuille. Parce que là où il habite, il n'a aucune possibilité pour pouvoir accéder à un centre de soins ou un centre médical à Plaisance du Touche. Quoi. Si on le prend avec humour, c'est bien parce que ça favorise les échanges entre les villages. Voilà, et alors ça favorise quand on regarde. C'est hallucinant. Ce qu'il y a encore plus rigolo, c'est que quand j'ai regardé la carte, j'ai vu que la ville la mieux notée, c'était Tournefeuille. Et quand tu regardes la carte, en face, c'est pas tout à fait en face, mais presque quoi. Salvetat-Saint-Gilles, ils se font coucou. C'est comme si tu étais au bord d'un bord ou de l'autre de la. Je pense que concrètement, tu dois avoir un trottoir de 2 mètres de large et à partir du panneau, le truc est arrêté, il n'y a plus rien de l'autre côté. Quoi. Bon, alors j'arrête. Je vais quand même. C'est la gestion des municipalités. Voilà. Et c'est vrai que ce qui pose le plus de problèmes au jour d'aujourd'hui, c'est ce qu'ils ont appelé le cadre de vie et effectivement les commerces de proximité qui accumulent un sérieux retard. Alors moi je me pose une question quand même parce que c'est vrai que tous les jours je suis confrontée à ce problème d'accessibilité et que je me dis par exemple moi dans ma vraie vie je me suis rendue par exemple à Ramonville, il y avait des places handicapées et en plein milieu il y avait un super pot de fleurs mais vraiment un truc énorme. Je me rappelle de ce pot de fleurs, tu nous en as déjà parlé. Ah oui mais moi ça me... Ce pot de fleurs pourri, je m'en rappelle. Et voilà, et dans Toulouse, je dirais pas où, mais il y a un centre commercial, un casino, et super, à côté il y a une pharmacie, il y a un plan incliné, mais pour arriver devant le plan incliné, tu peux pas, parce que qu'est-ce qu'il y a en face, pile, un arbre. Pouf, un joli mais platane. Le droit à la nature, et attends. Non, mais c'est pas ça, mais moi ce qui me pose... Alors moi ce qui me pose... ce qui me pose problème, c'est qu'effectivement, quand tu sors d'un commerce ou d'une pharmacie ou d'un magasin de proximité, tu as ce qu'on appelle le pas de porte, mais quand tu sors du magasin, tu es sur la voie publique.
Donc là, il y a plein de réglementations qui s'appliquent. Et qui est-ce qui s'occupe de ça? Est-ce que c'est la mairie? Est-ce que c'est le commerçant qui doit en demander l'autorisation? Il se trouve que l'arbre se trouve sur le parking du fameux supermarché. Ouais, mais il a pile en face le plan incliné, ce qui fait que le plan incliné est Je impraticable. crois que c'est en plus tout ce qui est de l'ordre de la voirie dans les communes, c'est hyper compliqué d'un point de vue législatif. Comme tu dis, qui a droit sur, qui doit s'occuper d'eux, c'est très compliqué. Néanmoins, je me dis, pour mettre un peu de légèreté dans ton sujet, on pourrait s'amuser à faire des photos de toutes les absurdités avec le pose-fleur sur notre place handicapée, l'arbre au milieu. Moi, ça par exemple, je peux aussi dénoncer dans mon quotidien un super passage protégé pour les personnes pour arriver dans un bus. C'est un escalier, tout ça, parce qu'effectivement, à un moment donné, c'est étriqué, donc les voitures et les piétons passent pas. Sauf que quand tu arrives là, il n'y a pas de rampe. Donc, pour utiliser les escaliers pour quelqu'un comme moi, c'est pas faisable. Donc finalement, je suis obligée d'aller me garer à Perpète pour pouvoir prendre un bus, quoi. Ce qui est un petit peu dommage. Mais on en arrive à des choses comme ça. Alors c'est vrai que je dénonce un peu, mais c'est vrai que quelque part, il y a quand même un effort de fait. Et que je pense aussi qu'il faut aussi parler aussi de l'aménagement, parce que là j'ai plus parlé de la ville. Il y a aussi un aménagement des appartements. Et il ne faudrait pas non plus que la législation fasse que les personnes handicapées aient des problèmes pour accéder à un logement, parce qu'il ne faut pas confondre le fait que ce soit accessible ou que ce soit aménagé. Oui. Par exemple, moi, je ne suis pas en fauteuil roulant électrique et je peux habiter dans un endroit où il y a des marches, mais où il y aura un plan incliné et d'autres personnes, ils vont avoir besoin d'un ascenseur ou des choses comme ça. Dis-nous, pour finir rapidement, qui on doit féliciter déjà, les communes Alors, moi, je félicite quand même Toulouse et notamment Madame Nicole Debat, parce qu'elle est très, très sensible à la vie de ses concitoyens. Et c'est vrai que moi, j'ai quand même remarqué depuis un certain temps qu'il y avait un effort de fait et non négligeable, et qu'effectivement, elle envisage de rencontrer les personnes concernées. Les personnes des ordres professionnels, notamment des commerçants, pour savoir effectivement qu'est-ce qui sera fait. On remercie Nicole, on l'invite à venir manger du cheesecake la prochaine fois. Voilà. Non, mais c'est vrai, c'est important. De toute façon, si elle veut venir, elle sait qu'elle est la bienvenue. Tout à fait. Nicole, nous t'attendons avec impatience. Ah ben, je crois les invitations sont faites, il ne reste plus qu'à Vincent, tu ne fais pas que la cuisine? Ou alors tu fais la cuisine en écoutant de la musique? Tout à fait, plutôt la cuisine en écoutant la musique. Et donc moi je me suis dit que j'allais vous parler d'un groupe nantais. Et pourquoi d'un groupe de musique? Tout simplement parce que dans ce groupe de musique, on retrouve Laetitia qui nous fait une traduction des paroles en langue des signes. Alors, ça va être difficile à la radio, ça. Ça va être très difficile à la radio, mais je vais passer un lien à mettre sur YouTube où il y a une vidéo, justement, où on la voit en concert en train, justement, de traduire les textes. Donc, on mettra un lien avec, avec la vidéo de notre émission. Voilà. Donc, ce groupe s'appelle Jazzafaz Combo. Donc, un groupe de la région nantaise. C'est un groupe de rap qui a été lancé en 2009 et qui va dans le style, qui mélange le style un peu jazz et rap, les deux en même temps, sans non plus que le rap soit omniprésent. On a Mossa qui nous pose des lyrics plutôt stylés dans les années fin 90, assez imposés, et donc un peu de la vieille école. Donc c'est quelque chose d'assez intéressant. Donc il y a 6 personnes dans ce groupe, c'est acoustique, on a pas mal d'instruments sur scène. Donc on a Mossa aux lyrics, on a Laetitia donc la langue des signes et la danse, parce qu'elle va pas nous faire que la langue des signes tout le temps vu qu'il y a un peu de musique. Elle danse aussi. Nous avons Ludo à la guitare et à la basse, Zeppo au vibraphone et à la platine. Nous avon aussi Pierrot qui est donc à la trompette et au violoncelle, et Caillou qui est au saxophone et au clavier. Donc ça nous fait quand même un bon petit groupe avec pas mal d'instruments, et en live c'est assez énergique, assez participatif, voilà. Donc
Actuellement, on peut écouter tous leurs morceaux sur leur site que je vais vous donner. Donc c'est http://jazzafaz-combo, donc DJAZZAFAZ-combo, c'est ombo.com. Vous pourrez retrouver toutes les informations de leurs concerts à venir, ainsi qu'écouter leur musique et lire leur petite biographie dessus. Et donc j'ai entendu aussi qu'ils allaient nous sortir un nouveau petit CD que l'on attend avec impatience. Et donc moi ce que je vous propose c'est de pouvoir écouter un de leurs morceaux, histoire que vous puissiez entendre un peu ce que ça donne. Et ensuite vous pourrez aller voir les vidéos que l'on mettra sur YouTube. Et avant d'écouter ce groupe nantais, j'aimerais bien signaler que ce traduction en langue des signes n'est pas réservée à la partie nantaise. J'aimerais bien mettre en avant aussi un groupe toulousain. Il s'agit des Brassens Not Dead qui font de la reprise de Brassens en version punk et qui sont accompagnés sur Toulouse du moins d'une signeuse. Et oui, cela commence à se pratiquer, l'accès à la culture pour les déficients. Mitch, j'adore ta culture générale. C'est magnifique. Radio Occitanie, l'émotion du pays. Eh bien, on est toujours dans le lien. Et puis, j'en profite donc pour faire un petit bisou à ceux qui ne sont pas là dans l'équipe aujourd'hui, c'est-à-dire Julien, parce que voilà, on parle de musique, alors moi je pense à Julien. Gros bisous, mon Juju. Oh là là. Et, franchement, après le sujet que tu viens de faire, Carole, c'est ambigu, hein, mais bon. Oh, c'est mon ami d'enfance. Mais on le sait, je te chambre. Bienvenue, C'est de Carole. l'inceste à ce niveau-là, c'est horrible. Gros bisous à Juju, gros bisous à Patricia aussi, Oui. à qui on souhaite plein de succès. Voilà, et on écoutera Philippe Yves, tout à l'heure avec le sport. Ulrich, il y en a plein hein, finalement, une belle équipe maintenant. Oui. Hein. Et puis bon, voilà, bienvenue donc à Sylvie, hein, vous allez revenir. Merci. Oui, s'il y a du cheesecake à chaque émission, je reviens. On fera autre chose. Alors Sylvie, donc nous allons parler emploi et handicap au niveau de l'Europe. Oui, alors un sujet peut-être un petit peu moins lourd que le sujet précédent. Tout aussi intéressant. Hein. Tout à fait. La question de l'insertion professionnelle, c'est une question majeure dans les pays européens, puisqu'on sait que les personnes handicapées ont plus de mal que les autres à accéder à l'emploi. Le taux de chômage est en moyenne 2 fois supérieur. Donc c'est une préoccupation forte des institutions européennes. Il y a eu donc à titre de rappel, l'Union européenne n'a pas une compétence spécifique dans le domaine du handicap. Pour agir, elle s'appuie sur sa politique de lutte contre toutes les discriminations, que ce soit au niveau ethnique, au niveau du genre et également concernant les personnes handicapées. Et elle a défini une stratégie européenne qui couvre la période 2010-2020. Donc qui a pour but d'aider les États à progresser dans le domaine du handicap. L'emploi est un axe important de cette stratégie. Alors, l'emploi donc est une priorité de tous les États membres. Tous ont mis en place une politique d'emploi en faveur des personnes handicapées. Il y a 2 approches. On avait évoqué déjà les approches un peu différentes en matière d'éducation. On retrouve ces approches également en matière d'emploi, avec d'une part des pays qui ont adopté des obligations d'emploi, avec les quotas. Ça concerne la majorité des pays, dont la France, et d'autres pays qui sont plus sur le modèle de la non-discrimination, et donc qui agissent, qui considèrent que l'emploi, ça doit être l'accès à l'emploi ordinaire, et qui agissent donc par des incitations et du volontariat. C'est principalement le Royaume-Uni avec le modèle anglo-saxon en fait, le modèle que l'on trouve en Amérique du Nord. C'est aussi les pays scandinaves, les Pays-Bas, la Belgique.
Alors, les incitations, ça passe par des aides en direction des personnes handicapées, un complément, des allocations complémentaires à leur rémunération, mais c'est aussi des aides aux employeurs pour aménager les postes de travail. Mais les deux, enfin, je ne comprends pas très bien en fait, la différence parce que en France aussi, il y a l'obligation de l'emploi par rapport au quota, au fameux 6%, mais il y a aussi l'adaptation du poste. Oui, effectivement, parce qu'en fait, ces politiques, bon, ça n'est pas tranché, elles sont combinées et on les retrouve avec des dosages différents dans tous les États, en fait. Hein. Donc là, c'est un peu une présentation schématique des grandes tendances. Mais bon, effectivement, les quotas, c'est une grande partie des pays qui font appel avec des systèmes qui sont plus ou moins contraignants, basés sur des seuils d'effectifs d'entreprise, des taux d'emploi, des sanctions si ces quotas ne sont pas respectés, des possibilités aussi d'alternatives. Dans certains pays, les quotas concernent le secteur public et le secteur privé. Dans d'autres, c'est uniquement le secteur public. Alors, il y a une évaluation de cette politique des quotas. Elle est généralement considérée comme efficace. Et d'ailleurs, certains pays, entre autres la France, mais aussi l'Allemagne, l'Autriche et l'Italie, ont récemment renforcé ce dispositif. Voilà, c'est des informations que j'ai recueillies dans la revue Être que j'avais citée lors de la précédente émission et qui avait un numéro consacré au handicap. Voilà, et concernant ces quotas, il y a des pays comme la Belgique et le Pays-Bas qui n'ont pas ce système de quotas, qui se posent la question maintenant de les mettre ou de les remettre en place. L'autre modèle, globalement, c'est la non-discrimination. C'est le modèle principalement du Royaume-Uni. Donc là, c'est la priorité donnée au soutien à l'emploi, donc plutôt qu'à des aides à la personne. Les aides à la personne étant réservées à des handicaps jugés plus lourds. Donc, c'est l'idée de la non-discrimination, en fait, des personnes handicapées par rapport aux personnes valides. Et ce que l'on peut dire, c'est si les politiques nationales combinent ces deux approches, cette approche d'obligation ou cette approche de non-discrimination, c'est quand même l'approche, le modèle non-discriminant qui est le modèle qui se développe dans l'Europe actuellement. Voilà, alors à côté de ça, on peut dire deux mots aussi sur le secteur protégé qui existe également en Europe, un peu partout, avec des degrés divers et qui permet aux personnes handicapées. Mais bon, je pense que vos auditeurs connaissent bien tout ce... Vous c'est pouvez peut-être quand pas la même peine que je développe beaucoup. Vous pouvez en parler au niveau de l'Europe, parce que c'est vrai qu'on connaît les ateliers protégés, les centres d'aide par le travail, mais peut-être que... Est-ce que ces modèles existent dans d'autres pays, en fait? Oui, alors ils existent. Ils sont les pays où ils sont le plus développés, c'est l'Espagne, c'est la France, c'est l'Allemagne, la Suède et la Hollande. Là où ils sont moins répandus, c'est toujours pareil, c'est dans les pays de tradition anglo-saxonne. Mais oui, puisqu'il y a non-discrimination dans un sens, on ne va pas faire des structures plus spécialisées, justement. Donc, le poids du secteur protégé évolue aussi différemment. Bon, il tend à se renforcer en Allemagne, en France et en Espagne. Et alors qu'il n'est pas très présent, il se réduit au Royaume-Uni et en Suède. Il se réduit en plus de ne pas être très présent. J'ai une question concernant les quotas. Oui. Je ne comprends pas pourquoi actuellement il n'y a pas une obligation européenne, comme il y a une obligation européenne, notamment d'un point de vue de l'agriculture. Je ne compare pas du tout la situation des personnes en situation de handicap à celle des agriculteurs, on est d'accord. Mais je veux dire, pourquoi il n'y a pas une obligation européenne avec un quota de base qui devrait être appliqué, obligatoire, et pénalisé, sanctionné s'il n'était pas respecté? Oui, c'est une bonne remarque, mais je pense que l'Europe agit plus par un système d'incitation actuellement et essaie de faire avancer les États membres en mettant en avant des bonnes pratiques. Et là, il y a l'action du Parlement européen qui est important puisqu'ils ont un intergroupe
qui traite des questions du handicap et qui fait des propositions pour faire évoluer toute cette réglementation. Mais effectivement, il y a des réglementations extrêmement diverses et harmonisées. C'est-à-dire que chaque pays, le principe européen, c'est qu'ils définissent certains objectifs, mais que chaque État est libre de la mise en place de la législation. C'est vrai. Moi, je m'emballe parce que j'aimerais que ce soit pareil pour mais, voilà. Mais évidemment, nous emballons également à Faisons l'Europe et on essaie, en parlant de certains sujets, justement, d'amener peut-être à notre modeste niveau, à faire bouger un petit peu les choses là-dessus. Marie parlait d'accessibilité il y a quelques minutes. Il y a eu en décembre 2012 un projet de directive proposé par le Parlement européen et par le Conseil européen sur l'accessibilité des personnes handicapées aux sites web des organismes publics. Eh bien, ce document, cette directive est en cours de discussion et le groupe... donc, il y a une discussion au sein du groupe, de l'intergroupe handicap et également au sein du Conseil européen des personnes handicapées qui représente les personnes handicapées, qui est l'instance de dialogue avec les institutions européennes. Et je lisais hier soir que ce Conseil européen fait des propositions pour amender ce projet de directive. Notamment, ce projet de directive donne une liste de sites concernés. Bon, c'est tout ce qui concerne les papiers d'identité, permis de conduire, etc. Et il propose, par exemple, de l'élargir à des sites qui sont du secteur public, qui ne sont pas directement des administrations, comme par exemple les bibliothèques. Voilà, c'est ce genre de proposition pour arriver à faire avancer la situation des personnes handicapées dans l'Europe. Mais on avance pas à pas. On va reparler de tout ça, si vous êtes d'accord. On reste à l'écoute de l'Europe dans le lien. Et vous serez toujours la bienvenue, Sylvie, pour nous parler des derniers... événements européens et dernières lois et dernières chartes. On espère évidemment des évolutions positives. Mais je sens que Philippe est impatient de nous faire écouter sa petite chronique sportive. Bonjour à tous et bonjour à toutes, Philippe au micro pour vous parler un petit peu de sport. Et une fois n'est pas coutume, je vais vous parler un petit peu de sport féminin, puisque ce week-end, samedi dernier, samedi 23 mars 2013, se déroulait la Coupe de France de Torbal féminin, Coupe de France pour lequel évidemment participe notre club de l'AVH. Donc la journée devait débuter bien, puisque l'AVH Toulouse marquait 6 buts et gagnait donc 6 buts à 2 contre Nice, donc ça partait bien. Le deuxième match, effectivement, voyait Toulouse perdre malheureusement contre l'AVH Paris. Et puis l'AVH Toulouse perdait donc contre l'AVH Paris. L'AVH Paris avait 11 buts et Toulouse seulement 8. Et l'événement de ce match était bien sûr la blessure de Nikita qui se blessait, donc Nikita de l'AVH Toulouse, que tout le monde connaît bien, se blessait et partit un petit peu à l'hosto pour voir un petit peu ce qu'elle avait. Heureusement, elle revenait très vite de l'hôpital, elle n'avait pratiquement rien, mais après, bien sûr, elle avait été perturbée dans ses autres matchs. Par contre, ça continuait pourtant bien pour Toulouse, puisque Toulouse donc avait, je vous l'avais dit, gagné 16-6 contre Laval, et après donc c'était un quart de finale qui était perdu par Toulouse, donc perdu de peu contre Copa Paris. Et Copa Paris 7, Toulouse 6. Donc voilà comment ça se déroulait. Donc c'était la demi-finale des perdants. Et après donc Toulouse gagnait son match donc 8-4 contre Nice.
Et après, donc, un autre match, donc l'AVH Toulouse marquait 3 buts et l'AVH Paris, par contre, a marqué un petit peu plus puisqu'il marquait 7 buts. Donc, Toulouse terminait sa journée à la 6e place. 6e place honorable, mais qui aurait sûrement été meilleure si, bien sûr, Nikita s'était pas blessé parce que les filles ont continué vraiment à très très peu de joueuses. Donc, ça a été compliqué pour Toulouse suite à cette blessure de Nikita, car le torbal féminin à Toulouse n'a pas un effectif pléthorique, on n'a pas beaucoup de remplaçantes, donc effectivement dès qu'il y a un blessé c'est un petit peu une catastrophe. Mais enfin une Coupe de France qui s'est pas trop mal déroulée, je pense, pour les Toulousaines. On aura la semaine prochaine sûrement l'avis de Jean-Michel Conco qui analysera beaucoup plus finement que ça que moi. Donc voilà déjà les résultats bruts de cette journée. Donc Toulouse termine à la 6e place de la Coupe de France féminine. Voilà, à très bientôt Philippe, au revoir. On est Carole. Quoi? Nous sommes à l'antenne. Oui, bonjour, de nouveau, excusez-nous. Sylvie, vous vouliez nous préciser quelque chose par rapport à une table ronde? Oui, je voulais vous inviter vos auditeurs à participer, à assister à la table ronde que nous organisons le jeudi 16 mai prochain à 19h, salle Barcelone, donc 22 allées de Barcelone à Toulouse, sur le thème de l'avenir de l'Europe. On a intitulé cette table ronde européenne 2014. Vous savez qu'il y a un rendez-vous citoyen important en 2014, ce sont les élections européennes. Donc nous avons souhaité convier des députés européens à évoquer cette échéance, à parler du projet européen tel qu'il le voit, des évolutions institutionnelles à envisager et surtout à débattre avec le public de la salle. Donc nous avons déjà une réponse positive de Françoise Castex, qui viendra, qui est députée européenne en exercice. Nous avons un accord de principe de Christine de Vérac et nous attendons une réponse ferme de José Bové et de Robert Rochefort. Donc tous quatre sont des députés européens de la circonscription sud-ouest. Voilà ce que l'on peut dire. Un beau programme. Et pour compléter, auparavant, nous avons lancé un micro-sondage d'opinion. Je dis un micro-sondage parce que je crois qu'il faut qu'on reste extrêmement modeste. C'est un exercice un peu nouveau pour nous sur les attentes des citoyens en matière d'Europe. Donc, il y a une dizaine de questions. Ça prend quelques minutes pour répondre à des questions telles que qu'est-ce que l'Europe signifie pour vous au quotidien. On peut y répondre sur le site. Voilà, alors vous trouverez le lien sur le blog de Faisons l'Europe. Eh bien, on mettra le lien dans notre vidéo. Oui, je pourrais vous passer le lien. Voilà, et on le redonnera dans l'émission parce que le temps de tour de Sylvie, c'est pas voilà. On n'est pas du tout fâchés. Hein. Pas du tout, merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup en tout cas de me donner la parole. Mais vous reviendrez pour nous donner les résultats du sondage, bien entendu. Alors, l'agenda, oui. Donc, l'agenda. Alors, comme chaque semaine, j'essaie de relever quelques films en audio description. Je vais vous donner tout de suite pour cet après-midi à 15h40, réalisé par Christophe Douchamp avec Gilles Alma, Claire Boratra, Guillaume Cramoisin. Un film sur 10 jours pour s'aimer. Il me semble bien que c'est sur TF1, mais j'en suis pas sûre. Alors, à la suite d'une petite altercation avec la police, un cadre égoïste et carriériste est soumis à 10 jours de travaux d'intérêt général et va devoir restaurer la boulangerie d'un petit village du sud-ouest. Un autre film, Crapuleuse, sur France 2, ce mercredi à 20h40 avec Léa Drucker et Yara Pilas, interdit aux moins de 12 ans.
Choyée par ses parents, Violette, 14 ans, mène une vie heureuse lorsque ses parents décident de déménager. L'adolescente intègre un nouveau collège, difficile, et très vite, elle est victime de rackets de violence. C'est effectivement un film peut-être un petit peu violent. N'oubliez pas demain, alors c'est plus de la télé, mais j'ai fait dans l'ordre chronologique comme d'habitude. Demain et vendredi, le salon autonomique. Sachez que vous pouvez réserver Mobibus s'ils ont encore de la place pour y aller, mais dans tous les cas, pour rentrer à la maison, Mobibus fera des groupages toutes les demi-heures devant le bar des expos. Il faut savoir que le bus 31 n'est pas disponible puisqu'il y a les travaux du tram. Quant au 34, dans la direction vers les arènes, il s'arrête bien sur le pont, mais le retour n'est pas possible non plus. Voilà, donc je voulais vous dire que vous pouvez retrouver l'AVH sur le stand B32. Nous revenons à la télé avec Bodyproof. C'était une série sur M6 avec 4 épisodes chaque jeudi. Donc ça commence à 20h50. Radio Star sur Canal+, le 29 mars à 14h02. Attention, c'est précis. Les petits meurtres d'Agatha Christie. C'est donc aussi le vendredi 29 mars à 20h40. Pour le 30, alors c'est ce samedi, je vous avais déjà parlé, il y a le Festival international du tango postal qui vous invite à une milonga solidaire, c'est un bal donc, et vous pouvez appeler France Arnaud au 06 79 57 67 22. 06 79 57 67 22. Le bal se tient aux 2 rue Malbec, à la communauté municipale de santé, et c'est entre 15h et 18h ce samedi. Ce samedi aussi, vous avez les monuments enchantés avec Véronica à 14h à Loustal. Je reviens à la télé, attention, Lockout avec sur Canal+, le 30 mars à 20h58. Ça s'appelle, donc il y a MS-1 est une prison spatiale expérimentale où 500 criminels les plus dangereux sont mis en sommeil artificiel. Mais chargée d'une mission humanitaire, la jeune fille du président des États-Unis vient à bord de la station. Très crédible comme film. Oui, c'est de la SF, voilà. Le 31 mars, pour les couches tard ou les très lève tôt, à minuit 30 et à 1h25, les Borgia, vous retrouvez donc la saison 2. Sur France 2, il y aura Le Monde ne suffit pas le 31 mars à 20h40. Voilà, c'est un James Bond. Donc, sur TF1, il y a Clem, le lundi 1er avril à 20h50. Oui, Carole, c'est fini, je suis désolée. Carole s'impatiente et me fait des grands signes. T'es touché le bras pour te faire signe. Ah, d'accord. C'est une déclaration d'amour. Oh, mais écoute... Toi aussi, Mitch, toi aussi, t'inquiète pas. Et je voulais juste vous signaler qu'il y a à l'espace Vanel, juste le mardi 9 avril, de 9h à 16h, un forum pour l'emploi. Non, ne me prenez pas mes animateurs, s'il vous plaît. Oui, peut-être que Vincent va déjà trouver du boulot, c'est terrible. On m'a dit, il n'y a pas plus de 3-4 émissions avant de trouver du travail, donc c'est pour ça que je suis venu là. Moi. Eh bien, peut-être, écoutez, tant mieux en tout cas. Eh bien, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne semaine. Et si vous avez besoin de renseignements, n'hésitez pas d'appeler demain matin au 05 61 62 44 45 à l'association Valatahu. Et on retrouvera l'émission d'ici combien de temps sur YouTube, madame ? J'espère ce week-end. D'accord. Merci à tous. Bonne semaine à tous. Au revoir. Au revoir.